Redistribution de la redevance audiovisuelle ou de la contribution audiovisuelle est le thème de ces débats. Avec moi dans ce studio, Monsieur Dieudonné Moussala, président de l'Association congolaise pour la défense des droits des consommateurs. De l'autre côté, j'ai Monsieur Privatiburs Massanga, doctorant en sciences de l'information et de la communication, manager de la radio Micodec. Et en face de Monsieur Privatiburs Massanga, j'ai Monsieur Joseph Bitala Bitemo, ancien directeur général de la radio-télévision congolaise. Monsieur Dieudonné Moussala, vous avez donc la parole. La RAV, est-ce un impôt? Est-ce une taxe? Comment est-ce qu'on l'a défini déjà dans la nomenclature? Non, écoutez, ça peut pas être un impôt, c'est une taxe que les citoyens, qu'on prélève sur les citoyens pour un projet précis et pour une durée déterminée. Comme la loi 16 le dit, c'est pour l'année 2002. C'était pour 12 mois. Bon, maintenant, Monsieur Vitala Bitemo, mon cher frère, a bien dit qu'il y a eu un vide juridique. Voilà, un vide juridique. Bon. Et là, c'est quand même extraordinaire, hein? Un gouvernement qui rentre en hibernation depuis 18 ans et se réveille pour se rendre compte qu'il y a une taxe qui existe. Nous, ça nous enchante pas parce que nous voulons savoir l'argent que nous mettons à la disposition des journalistes. Pourquoi cet argent n'arrive pas? Alors, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons interrogé le Conseil supérieur de la liberté de communication et la primature. Les deux segments ont réagi et nous ont appelés pour réfléchir ensemble. Et en ce moment, la réflexion est en train d'être menée. La réflexion est celle de savoir où est passé l'argent ou qu'est-ce qu'il faut faire avec l'argent. Comment remodeler cette loi? Comment faire? Comment repartir? Qui doit repartir? Ce sont les questions sur lesquelles on est en train de... Qui doit repartir? On verra, oui. C'est le troisième grand axe. Mais nous restons sur l'argent. Est-ce que l'argent est disponible? Lorsque vous aviez parlé avec ces deux entités, est-ce qu'elles vous ont dit que les 9 milliards sont bel et bien là? Non, pour l'instant, nous sommes encore sur la collecte des données. Parce que, bon, mais ça devrait pas poser problème, parce que... Nous sommes une organisation qui n'agit pas sous l'effet de l'émotion, hein. Nous partons doucement, et jusqu'au moment où, pour que nos calculs du CP2, là, soient justifiés. Okay. Parce que les 9 milliards ne peuvent pas aller comme ça. Et puis, il y a une situation que nous trouvons injuste. Cette loi concerne les abonnés de la société d'électricité. Oui, c'est vrai. Donc, cette loi ne concerne pas les agents de la société d'électricité. Pourtant, on leur prélève cette rate. Alors, pour nous, pendant qu'on est en train de réfléchir, nous demanderons ce qu'on rembourse à ces agents leur argent. Mais est-ce que ces agents ne sont pas ipso facto abonnés de fait? Non. Et ils ont une convention collective et ils ne sont pas considérés comme abonnés. Hein, c'est des agents qui ont la gratuité. Donc, on ne peut pas les prendre dans cette loi. Cette catégorie. Okay. Voilà. Nous allons y revenir. Mais bon, moi, j'ai la chance d'avoir deux journalistes devant moi. Un qui a fait vraiment les grands moments, qui fera toujours les grands moments de la télévision publique au Congo. C'est pas un petit nom, Joseph Bitala Bitemo. Moi, j'avais 12 ans à l'époque. Hein. J'étais très petit. Et avec Jean-Claude Capou, vous étiez mes deux modèles. Hein. J'étais toujours là. Je ne mangeais même pas parce que vous passiez à la télé. Et de l'autre côté, j'ai M. Privatiburs, le manager de la radio Micodec, donc chaîne privée. Mais une fois que vous avez cet argent-là, qu'est-ce qui va changer de la manière de travailler? Est-ce que ça va booster le travail des journalistes? Est-ce que la qualité des produits changera? Qu'est-ce qui va changer avec cette rave, Joseph? Bon, je ne sais pas si je peux me permettre. Allez-y, je vous en prie. Qu'est-ce que ça peut changer? Alors, tout à l'heure, là, on a parlé d'impôts. Vous savez, ça dépend des régimes. Ça dépend. Hein. C'est un grand débat chez les Français là-bas. C'est un grand débat. Il faut appeler ça taxe ou il faut appeler ça impôt.
quoi qu'il en soit, c'est adossé soit à la taxe d'habitation, soit aux taxes sur le revenu, etc. Et je peux vous dire que c'est ça qui finance en tout cas les radios. Pour la France, par exemple, il y a France Télévisions, RFO, RFI, Arte, France, etc., etc. Ce n'est pas seulement la RAV ou la CAP, mais c'est aussi les subventions de l'État. Maintenant, quand vous posez la question de savoir qu'est-ce que ça peut changer, mais bien sûr que ça va changer quelque chose. Parce que vous êtes en train de faire une émission de débat. Alors voyez-vous, pour essayer d'aller simple, vous avez besoin des invités, n'est-ce pas? Quand on arrive chez vous, les invités, ils arrivent ici, ils voient, oh, vous avez un dispositif qui est bien, tout et tout. Après, ils s'en vont. Mais déjà, pour trouver les invités, c'est un grand problème. Et une fois que vous avez fait votre émission, il faut la monter, il faut l'habiller. Il y a un habillage un peu artificiel et compliqué. Et il faut des machines, il faut des locaux. Nous avons eu la chance d'avoir le siège de la radio, de la télévision en Combo, qui a coûté près de 13 milliards. Regardez dans quel état ça se trouve aujourd'hui. Bon, maintenant, est-ce que c'est la faute de ceux qui travaillent là-bas ou c'est parce que l'État n'a pas suivi? Ça aussi, c'est une question qu'il faut régler. Mais dans le suivi, dans le rendu, qu'est-ce que nous attendons d'une télévision? C'est des productions qui soient des productions, mais vraiment approfondies. Si vous organisez, par exemple, des débats contradictoires, ça peut éclairer aussi l'opinion sur un certain nombre de problèmes. Vous faites des émissions, pas seulement de plateau, vous pouvez aller les faire à l'extérieur, il faut aller sur le terrain, mais c'est un travail colossal qui demande des moyens. Donc, si vous en avez, en tout cas, moi, je crois que à notre époque, les moyens n'étaient pas comme ceux qu'on a aujourd'hui, mais on se débrouillait avec les moyens de bord, on faisait ce que vous avez dit, vous avez vu les productions que nous faisions. Moi-même, j'ai commencé par faire des émissions, in situ, et puis j'ai fait des émissions en studio, mais ça me coûtait énormément d'énergie et beaucoup d'argent que ça demandait. Mais c'était avec quoi? On fonctionnait avec quoi? Avec des menus recettes. L'État ne donnait pas grand-chose, mais parfois c'est eux-mêmes aussi, quand vous allez produire une émission, parfois c'est eux qui vous invitent, parfois c'est eux qui subventionnent, et puis voilà. Mais je crois que c'est un exercice difficile, qu'il faudra absolument approfondir, et ça demande du temps. Mais moi, je vais aller dans le même sens. L'apport de cette manne, de cet argent, c'est considérable pour la qualité, l'amélioration de la qualité des antennes de nos médias. Déjà, en radio comme en télé, on a principalement deux types de contenus. On a ce qu'on appelle les programmes de flux. Donc, comme le doyen Vital Abitomo disait, les gens qui viennent, qui parlent, qui font des animations. Et il y a des émissions, des programmes de stock, c'est-à-dire des productions où vous emmagasinez, vous avez le temps de les programmer sur la semaine, sur le mois. Et ça nécessite effectivement beaucoup d'argent. Aujourd'hui, quand on regarde nos médias, par exemple, pour regarder l'intérieur du pays à la télévision, il faut attendre qu'un ministre ait fait une descente, un député qui est allé vers sa base. Et en ce moment, en retour, on a à la télévision les images de l'intérieur du pays. Et est-ce que on peut créer dans notre esprit de Congolais, une idée de l'unité ou de l'union nationale de cette façon-là. Par contre, si on a des émissions qui nous font découvrir l'arrière-pays, les différentes personnalités du pays, mais ça nécessite de l'argent pour que les gens se déplacent. Et comme on l'a dit tout à l'heure, vous pouvez faire venir une personne ressource de Pointe-Noire, vous lui payez le billet d'avion, vous l'hébergez, son hôtel, et il vient pour vous donner des informations, pour éclairer votre auditoire ou vos téléspectateurs. Donc je pense qu'il y a plus à gagner, sauf si on va encore retomber dans nos travers habituels, qui consiste toujours à détourner certains fonds par rapport à leurs objectifs princeps. Donc voilà. Restons dans l'idéal quand même. Est-ce que vous pensez qu'avec cette manne repartie, je parlerai que des médias publics, c'est vrai que les médias privés sont aussi concernés dans notre débat, repartie au niveau des médias publics, est-ce que vous pensez qu'avec cette manne, les journalistes qui travaillent dans les médias publics pourraient se sentir un peu plus libres dans le traitement de leur information? Vous savez, c'est difficile de dissocier les deux choses.
Parce qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons parlé de l'indépendance éditoriale de ces médias, mais qui n'est plus qu'une utopie en réalité. Oui, parce que si c'est l'État, va apporter, puisque à partir du moment où vous produisez une émission, médias publics, des médias d'État, oui, d'accord, mais bon, lorsque vous produisez une émission, si, comme l'a dit mon ami, c'est un ministre qui vous amène dans un voyage pour faire un reportage, et quand vous revenez, et disons, vous pensez que vous allez rendre compte vraiment des choses fidèlement comme cela s'est passé, même s'il y a eu des couacs. Oui, mais même s'il y a eu des couacs, vous êtes obligé de tout maquiller, tout et tout. Donc, ça pose le problème fondamental de l'indépendance éditoriale des médias. De la liberté des journalistes. La liberté. Vous savez quoi? Je crois que nous sommes dans un système qui n'est pas suffisamment protecteur des médias. Hein, je vous prendrai un exemple. Vous allez me dire c'est trop, mais quand vous voyez la Constitution américaine, la plus vieille Constitution écrite au monde, 1787, avec près de 27 amendements. Le premier amendement concerne la liberté de la presse. Premier amendement de la Constitution américaine. Ça concerne la liberté de la presse. OK? Dans notre Constitution, la Constitution de 2015, là, vous savez, on a tout envoyé au niveau du Conseil supérieur de la liberté de communication. Il n'y a pas assez d'articles qui parlent de la liberté de la presse dans cette Constitution. Moi, je trouve que c'est une aberration. Parce que le problème, c'est que le Conseil supérieur de la communication est seul aujourd'hui responsable de la régulation de tout cela. Donc, le journaliste ne se sent pas protégé. Il ne se sent pas protégé. Peut-être que nous avons sursauté en élaborant un code déontologique et d'éthique, mais combien sont-ils à l'appliquer aujourd'hui? Combien sont-ils à le lire même? Voyez-vous? Donc, c'est ça. Je crois que nous ne sommes pas sur le plan de l'armature juridique, nous ne sommes pas suffisamment protégés pour ne pas trop dépendre de l'État. Si bien que lorsque vous présentez votre journal, vous êtes obligé de faire attention. Ah, non, sinon je vais être suspendu si je donne telle information. Alors que c'est une information qui est là. Tout le monde l'a touché. Et même les radios étrangères en nous parlent. La nuance, monsieur Moussana, la nuance, c'est qu'avec cette rave, je crois percevoir ou je visionne un peu cette autonomie de liberté, cette liberté, l'autonomie de travailler du journaliste. Hein. Je reste au niveau des médias publics parce que c'est là qu'il y a vraiment un problème. Est-ce que vous pensez que malgré cette manne qu'ils vont toucher, parce que le ministre ne les emmène plus aux États-Unis ou à Singapour, ils pourraient financer leur voyage et tout le reste, est-ce qu'ils seront quand même autonomes et libres de penser, libres d'écrire, sans avoir cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête? Ben, je pense que mon frère Vital Abitemo ici, vous l'avez admiré pendant qu'il exerçait. Ça, c'était la bonne télé nationale. Voilà, vous voyez. Mais c'est qu'ils ont fait face à certaines exigences des pouvoirs publics. Ils ont montré au pouvoir public qu'ils ont appris. Ils n'ont pas été cooptés. Vous comprenez? Quand vous connaissez, vous dites, vous faites ce que vous devez rendre. N'est-ce pas? Bon. La rave, c'est pas une fin en soi. Parce que la rave, on peut ajouter à la rave d'autres taxes sur les alcools, sur d'autres produits d'importation qui nous empoisonnent ici. Et faire de telle sorte que les médias soient soutenus. Je vous ai dit que nous sommes en train de réfléchir avec la primature et le Conseil supérieur de la liberté de communication. Nous allons voir comment faire de telle sorte que vous vous accrochez seulement aux médias publics. Non, nous, c'est tout ce qui est média reconnu qui répond aux normes. Point. N'est-ce pas? On ne veut pas faire normes, médias privés, médias publics. C'est tout le monde. Nous, c'est tout le monde. Et nous pensons que la réflexion que nous menons maintenant là, va aboutir. Et nous sommes en train d'élaborer un projet de décret à la signature du Premier ministre pour que les choses aillent plus vite. Pour gagner du temps. Pour gagner du temps. Monsieur Donc Massana. nous pensons que pour l'instant nous sommes encore dans la réflexion et que les gens se calment parce que c'est nous les consommateurs qui avons provoqué cette situation et nous leur disons de se calmer. Nous allons ensemble
pour le bien de tout le monde. Parce que nous ne voulons pas voir des journalistes en haillons, ils transpirent, ils nous amènent alors ça... Avec l'arabe, les journalistes seront riches. Non, pas seulement. Si tout le monde faisait correctement son travail et qu'on mettait le cadre dans des conditions normales, nous aurons de bons produits. Nous espérons. Je vous dis, notre Parlement adopte tout le temps les budgets. Et dans les budgets, le ministre doit aller se défendre là-bas pour avoir un bon morceau. Parce que même le planton doit avoir sa ligne. Même le planton. Or, ici, dès qu'on vote le budget, 3 mois après, tous les ministres se plaignent, on n'a rien décaissé, vous voyez, il y a des situations comme ça. Mais nous, pour les médias, parce que je vous dis, le premier produit de consommation, c'est l'information. C'est clair. Voilà. Donc, même les animaux s'informent avant d'agir. Monsieur Massanga, allez-y. Ça fait rire. J'ai juste ajouté que l'apport de cette rave pourrait être au-delà juste de la liberté dans le cas du travail. Ça peut permettre à financer des formations pour les journalistes. Avoir des produits de qualité, c'est aussi avoir de la compétence. Et la compétence, c'est dans la formation, c'est dans l'apprentissage. Moi, je suis parfois choqué quand je regarde, permettez que je prenne cet exemple, des jingles, par exemple, télévisuels sur la télévision publique, la télévision nationale, mais qui ne reflètent pas le niveau de cette grande maison. Mais on peut faire des appels d'offres à des jeunes créateurs qui pourraient faire des propositions, mais il faut de l'argent pour payer cela. Donc les habillages, par exemple, de la télévision, de la radio, on n'est pas obligé de les faire qu'avec le personnel de la télévision, mais on peut faire appel à des compétences extérieures. Donc tout ça, je pense que cet argent peut donner plus de possibilités aux dirigeants des télévisions publiques ou privées de pouvoir, améliorer la qualité de leurs prestations ou de leurs produits vis-à-vis des téléspectateurs ou des auditeurs. Nous allons passer donc à la question qui brûle, à qui revient la charge de redistribuer l'arabe. Monsieur Moussana, Monsieur Bitala Bitemo, Monsieur Priva Massanga Tibours, j'ai devant moi l'arrêté 4585. En son article 4, il dit ce qui suit. Le ministre chargé de la communication est l'ordonnateur délégué du compte donc de l'arabe qui se trouve au trésor, etc. Les dépenses ordonnancées sur les ressources de redevances audiovisuelles doivent correspondre aux inscriptions budgétaires du ministre chargé de la communication. Autrement dit, c'est le ministre chargé de la communication qui doit repartir cette rave. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un vice de forme? Oui, parce que nous sortons des assises qui ont tout remis à plat et qui ont donné d'autres orientations, n'est-ce pas? Donc, nous partons des assises. En ce moment, cet arrêté devient un arrêté dépassé. C'est pourquoi je vous ai dit... Est-ce qu'il y a un autre texte qui abroge celui-ci? Mais ce texte-là, je vous ai dit que c'est depuis 2000... Est-ce qu'il y a eu un nouveau texte 2002? Il n'y a pas un nouveau texte, mais est-ce qu'il avait été... valable? Est-ce qu'il avait été... C'est un arrêté. Il reste valable. Est-ce qu'il a été publié? Est-ce qu'il a été... C'est sorti à peine, là, parce qu'on a bousculé, là. Voilà. En tout cas, à ma table, je n'ai pas un autre arrêté qui abroge celui-ci, signé par le ministre Alain Kuala Atipo, le ministre de la Communication, et puis M. Rigobert Roger Andély, ministre des Finances. C'est bien là. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, on peut considérer que ce sont ces textes-là qui régissent effectivement la répartition des trucs. Mais ce qu'il faudra retenir quand même, c'est qu'il ne faut pas négliger le côté, la CAP, c'est assez fondamental. Tous les organes de presse que nous avons cités européens, que ce soit la BBC ou certains organes publics européens, c'est vraiment grâce à la CAP que ça fonctionne. Maintenant, chez nous, la répartition. Il y a un problème des textes. Il n'y a pas un suivi.
Parce que là, si vous sortez le texte réglementaire, là, si c'était un arrêté, je crois, qui essaie de faire la distribution, mais moi, à ma connaissance, aujourd'hui, ça doit être du ressort du ministère des Finances. Et le ministère des Finances, effectivement, puisque nous avons, depuis la loi de 2001, là, demandé à l'époque que ça soit réduit, que ça soit relevé tout au moins à partir de la taxe sur l'électricité, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, là, tout cet argent doit être géré par le ministère des Finances, qui doit distribuer par un jeu de péréquation à tous les organes de presse. Je crois que pour le moment, c'est le statu quo. Maintenant, comme l'a dit mon ami, nous avons essayé de mettre ça à plat aux assises, en tenant compte effectivement des besoins de ces organes-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, les assises, vous savez que nous avons un petit lot des actes qui ne sont toujours pas exécutoires aujourd'hui. Hein, nous pensons que dans l'avenir, ça va peut-être aller mieux. L'article 8 de la loi de finances 16/2001, donc les dispositions, les nouvelles dispositions instituant de la redevance audiovisuelle, en son article 8, il est écrit « Les modalités de répartition de la redevance entre les divers organes de presse radiodiffusés sont définies par arrêté du ministre en charge de l'information ». Là également, malgré les assises de la presse, il n'y a aucun texte légal qui vient contredire ceci. Et donc, le ministère de la Communication reste l'ordonnateur. C'est ça, c'est au ministère de faire la redistribution. Mais oui, vous savez, ce que j'ai même appris, que c'est même le ministère de la Communication qui est ordonnateur même des menus recettes. Voyez-vous? Alors, à quel point c'est très difficile pour ces organes. Oui, non, mais à partir du moment où le ministère doit gérer même les menus recettes, ben, je ne sais pas comment est-ce qu'une télévision peut vivre, hein, alors. Enfin, vous n'aurez même pas de carburant pour aller déposer les journalistes sur les lieux où se déroule l'événement. Parce qu'il faudra absolument en référer au ministère. C'est un circuit absolument long et puis qui complique un peu la tâche des journalistes. Les journalistes, que la redistribution soit confiée au Conseil supérieur de la liberté de communication, le régulateur des médias, vous pensez? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Mais en principe, du moment où sur le plan même de la Constitution, on donne, grâce à une loi qui donne le plein pouvoir au Conseil supérieur de la liberté de communication et réguler les médias, mais il faudra absolument le responsabiliser, cet organe-là aussi, pour faire la gestion. Moi, je pense que ça me paraît tout à fait évident. Donc, il faut retirer cette redistribution du ministère de la Communication vers le Conseil supérieur de la liberté de communication. Absolument. C'est ça, mon avis. Nous sommes en pleine réflexion et notre proposition, nous, les consommateurs, va dans ce sens-là. Est-ce que parce que nous savons que l'État est mauvais gestionnaire. Donc, nous ne voulons pas que l'argent que nous donnons aille se perdre dans un cabinet où on nommera un gestionnaire qu'on ne verra plus. Donc, nous voulons que ça se passe. Ça, c'est nos propositions. C'est pas encore arrêté, mais nous pensons que dans ce sens-là, nous aurons... Est-ce qu'il y a des propositions contraires lorsque vous êtes autour de cette table avec la primature et le CLLC, le Conseil supérieur de la liberté de communication? Est-ce qu'il y a des propositions contraires aux votre consommateurs? Vous souhaitez que le Conseil supérieur de la liberté de communication gère cette manne pour le bien des médias dans l'ensemble, public et privé, mais est-ce que de l'autre côté, du côté du gouvernement, donc allais-je dire, est-ce qu'il y a des propositions contraires? Puisque vous êtes en train de débattre autour de cela. Où est-ce que ça coince? Non, ça coince pas encore. Mais nous avons posé notre problème. Est-ce que ça va coincer? Non, nous ne pensons pas. C'est un problème d'argument. Il faut que nous soyons justes, n'est-ce pas? Parce que nous aussi, nous sommes en droit de demander l'audit de cette rave depuis 18 ans. Vous assistez. Oui. Ah oui, mais c'est votre argent, c'est notre argent. Il ne faudrait pas que les uns se sucrent là-dessus. Parce que nous voulons que les médias, qu'ils deviennent des entreprises pour avoir de l'autonomie, des gestions et d'action, n'est-ce pas? Que d'être là, accroché au cabinet du ministre qui doit donner toutes les injonctions qui fassent que, vous tremblez dès que
le téléphone du ministre sonne, vous ne vous retrouvez plus. Donc nous pensons que on est encore dans la réflexion. Nos amis de la primature, nous avons échangé avec eux. Ceux du Conseil supérieur à la liberté de communication, on a échangé avec eux. On leur a donné notre point de vue. Et c'est ensemble, les trois, nous allons nous retrouver et faire de telle sorte que on parte sur de nouvelles bases. Est-ce qu'il y a une ligne budgétaire qui parle de la RAV en dehors de 2002, de 2003 jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est pris en compte dans le budget, cette RAV? Mais absolument, on va tenir compte justement du budget. Est-ce que c'est pris en compte? Dans la loi de finances, c'est prévu comme ça. C'est prévu. Bon, il y a eu ce collectif budgétaire qui est venu tout bouleverser avec la pandémie du Covid-19, tout a été chamboulé, mais les textes sont formels. Que aujourd'hui, effectivement, l'audiovisuel public doit recevoir une subvention à partir du moment où la loi de finances prévoit cette indexation-là. Il n'y a aucune raison que l'audiovisuel public ne bénéficie pas. C'était prévu pour 2002, mais ça a été prolongé jusqu'à maintenant. Oui, ça a été prolongé, mais bon, il n'y a pas aussi avec le collectif budgétaire qu'il y a eu, avec la récession, nous sommes en pleine récession. Faut pas se voiler la face. Il y a eu chambardement. Donc aujourd'hui, on ne peut pas aussi se dire bon ben ça y est, on va aller pleurer sur tous les toits pour dire donnez-nous de l'argent, tout et tout. Non. Je pense qu'il faut se contenter du minimum. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit la CAP, donc la contribution à l'audiovisuel public, on doit tenir compte de ce que la loi de 2001 le dit clairement. Les États généraux des assises l'ont aussi reprécisé. Ça veut dire qu'il faut absolument mettre des moyens à la disposition des médias publics. Il faut mettre des moyens. Là, c'est sur le plan des textes. Mais là, sur le plan de la pratique, bon, c'est là où ça coince, quoi. On ne sait pas trop. Ce que j'aime chez vous, vous parlez pas de RAV, vous parlez de CAP. Oui, parce que en ce moment-là, vous n'êtes pas dans les textes qui sont devant moi, là. RAV, je vous le dis, RAV, c'est réducteur. Redevance de l'audiovisuel, c'est réducteur. Or, la CAP, ça englobe un peu tout. C'est une contribution à l'audiovisuel public, voyez-vous. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission, et puisque vous avez la parole, vous êtes un grand journaliste, mais la conclusion vous revient, les téléspectateurs sont là. Non. Le problème, c'est que je voulais attirer l'attention. Oui. Je voudrais attirer l'attention sur l'esprit de corporation qui n'existe plus chez les journalistes. Parce que c'est bien de crier, oui, l'État ne nous aide pas, mais les journalistes eux-mêmes ont un problème. Je vais vous raconter une petite histoire, des petites anecdotes. Des petites anecdotes. Je vous le dis, des petites anecdotes. Je crois que l'esprit de corporation qui a prévalu après la conférence nationale, c'est considérablement lézardé. C'est le délitement total. Attendez, la petite histoire. La conclusion parce que. Non, la conclusion, elle est là. La petite histoire, c'est que. Moi, je voudrais que l'esprit de corporation revienne comme au lendemain de la conférence nationale. Aujourd'hui, il y a trop d'écuries, il y a trop de divisions. L'esprit de corporation va revenir. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Les téléspectateurs vous regardent. Vous avez la prière de conclure cette émission. Je suis très, très ravi de ce que Vox TV organise des débats de ce genre. Ça permet d'éclairer l'opinion. Ça permet aussi aux gens de s'instruire, de s'informer. Nous avons la mission historique de bien expliquer les choses. On a eu beaucoup de problèmes avec la Constitution de 2015. On nous a dit, oui, les journalistes, vous n'avez pas suffisamment expliqué les choses. Moi, je me rappelle bien, j'étais dans la commission pour aller expliquer cela à Madingou, mais on s'est fait chasser comme des malpropres. Il y a même le chalet du ministre Mabundu qui avait été brûlé. Les gens nous ont dit, mais oui, mais vous venez nous dire un texte, mais vous avez expliqué ce que c'est. Nous, on ne sait pas de quoi nous serons mangés. Qu'est-ce que ça va changer dans notre vie quotidienne? Je crois que l'esprit de corporation consiste aujourd'hui à organiser des débats contradictoires d'abord. OK? Faites-le. Ça va aider les Congolais. Ça va faire que même que vous allez essayer d'avoir l'audimat. Vous allez pulvériser l'audience. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était donc Joseph Bitada Bitemo, ancien directeur général de la radio télévision congolaise. C'était monsieur Priva Tiburce Massanga, doctorant en sciences de l'information et de la communication, manager de la radio Mucodec, une radio qui a désormais pignon sur rue, puisque vous êtes au-delà des frontières ou du territoire national. Hein. Et de l'autre côté, nous avions monsieur Dieudonné Moussala,
président de l'association congolaise pour la défense des droits des consommateurs, qui nous a relaté l'historique de la RAV, et avec eux, nous avions vu les enjeux de la RAV qui pourraient migrer en cap contribution à l'audiovisuel public. C'est bien cela. Tout à fait. Très cher à monsieur Joseph Pitala Bitemo, et les 9 milliards, où sont passés les 9 milliards? Les 9 milliards que revendique monsieur Dieudonné Moussala pour l'autonomisation des journalistes. Vous êtes en pourparlers, nous souhaitons que les 9 milliards sortent, et ce serait bien pour une bonne production audiovisuelle. Mesdames et messieurs, le prochain débat, c'est demain. Merci d'avoir été des nôtres. Restez en bonne compagnie avec les très très bons programmes de Vox TV.